Allez, j'invite les 3 speakers de la table ronde à venir me rejoindre sur place. Alors, nous sommes donc là pour parler transformation digitale avec nos 3 intervenants. Anne Biulac, vous êtes senior partner chez Roland Berger et vous êtes en charge des sujets digitaux. Éric Perrier, à vos côtés, vous êtes le président cofondateur d'un cabinet de conseil qui s'appelle Viséo. Vous nous expliquerez comment vous accompagnez les entreprises dans leur transformation digitale. Vous êtes très proche de l'écosystème BPI, donc vous accompagnez un certain nombre de participations de la grande public. Et Ismaël Houl, vous êtes le président fondateur de Wind. Alors, vous nous expliquerez un peu plus dans le détail ce que fait votre entreprise. Je vais le dire de manière néophyte, vous intervenez dans la transformation digitale des points de vente. On peut parler de commerce, de restauration. Vous avez fait un 2e tour de table en novembre. Vous avez levé 30 millions d'euros et avec 2 corporate ventures et pas de fonds d'investissement. Il s'agit de Sodexo et d'Orange. Alors on va parler transformation digitale. Vous allez dire, c'est un peu tarte à la crème, cliché. Tout le monde en parle. Oui, tout le monde en parle. On fait bien d'en parler parce que je vais vous donner quelques chiffres avant qu'on rentre dans le vif du sujet. Il y a plusieurs études qui se sont penchées sur la maturation digitale des PME ETI traditionnelles, encore une fois. Alors, certaines études soulignent qu'en 2015, seuls 66% des PME françaises avaient un site Internet. Et quand on dit un site Internet, on ne dit pas qu'on est digital, donc on voit qu'il y a du chemin à faire. 66% versus une moyenne européenne qui est à 75%, donc des PME tricolores qui sont plutôt en retard. Une autre étude qui a été publiée en fin d'année dernière révélait que 70% des ETI n'avaient pas investi dans la formation de leurs salariés aux enjeux du numérique. Donc vous voyez, il y a du pain sur la planche et un certain retard à rattraper d'urgence. Anne, vous avez réalisé avec Roland Berger en partenariat avec Google une étude récemment qui confirme aussi que les PME françaises sont assez en retard, y compris sur des sujets assez basiques. Alors c'est quoi cet état des lieux ? Exactement. Donc l'un des premiers chiffres, en effet, on a que 66% des PME qui ont un site internet et que 16% en fait en France qui font de la vente en ligne. Et c'est là où on se trouve avec un paradoxe un peu français parce que les consommateurs français sont parmi les plus actifs en fait en ligne, avec un panier moyen pratiquement de 2 000 euros par an. Donc on voit bien qu'aujourd'hui il y a un potentiel et que les PME ne l'ont pas attrapé. Et on voit alors il y a juste sur la vente en ligne où on a la chance, il y a l'Italie qui est moins bonne que nous, mais sinon sur tous les indicateurs en fait de relations clients. Donc que ça soit l'utilisation de CRM, les réseaux sociaux, etc. On est les bons derniers, quoi. Les PME françaises sont les bonnes dernières par rapport à tous leurs collègues européennes. On n'a que 30% des PME qui utilisent les réseaux sociaux dans leurs relations clients, que 16% qui ont en effet des outils de CRM. Donc on voit bien qu'aujourd'hui il y a un vrai gap à rattraper pour pouvoir entrer dans cette transformation digitale. Et en effet, on n'est pas là en train de parler de réalité virtuelle ou de choses extrêmement compliquées. On parle des basiques. Et on voit bien qu'aujourd'hui, il y a un vrai enjeu pour les PME. Comment vous expliquez à la fois ce décalage entre les PME françaises et les PME européennes, les pays qui sont les plus en avance, les best in class de l'Europe? Donc ce premier décalage d'un côté et l'autre décalage que vous mentionniez tout à l'heure, c'est-à-dire le décalage entre des consommateurs français qui sont plutôt très avancés dans l'approche digitale et des PME qui finalement sont incapables de répondre à ce nouveau parcours client, à ces nouveaux usages. Allez-y. Je pense que la France a un peu souffert aussi des gros programmes aussi d'investissement qu'il y a pu y avoir dans des gros systèmes d'information, etc., qui ont un peu aussi pénalisé les entreprises, les ont rendues moins agiles, puisqu'il y a eu un certain nombre de systèmes qui ont été installés et qui ont un peu finalement frisé, on va dire, les systèmes d'information, la structure telle qu'elle a été. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, on a des entreprises qui ont un peu peur parce qu'elles se disent « waouh, faire de la transformation digitale, c'est bon, ça va me prendre 3 ans, ça va être des choses coûteuses, complexes, etc. » Et donc, on a plutôt des gens qui sont en attente. Voilà, Et c'est ça aujourd'hui qu'il faut qu'on arrive à changer, en montrant qu'il y a des façons de faire beaucoup plus simples. On parle pas des startups, mais on voit bien qu'on a un écosystème aussi de startups qui est très dynamique en France. Et donc, il y a une vraie possibilité aussi de mieux collaborer entre des entreprises traditionnelles
professionnelles et des entreprises modernes pour mettre en place des outils de transformation digitaux plus légers et plus simples à déployer. Alors, si je reviens sur le constat que vous dressiez en introduction de la table ronde, vous disiez nulle part sur les réseaux sociaux, pas très bon sur le commerce en ligne, pas de site internet ou des sites internet qui ne sont pas très performants. C'est un constat donc qui est plutôt inquiétant. Et du coup, ça veut dire que le sujet de la robotisation, la réalité augmentée que vous avez évoqué, l'usine connectée, là, les PME françaises ont du coup un sacré retard. En fait, pas tant que ça, parce que finalement en robotisation on se rend compte que la France, alors c'est pas formidable, mais on est quand même largement au-dessus de la moyenne mondiale, hein. On dénombre environ 125 robots pour 10 000 emplois en France, alors que la moyenne mondiale était plutôt à 66. Donc on voit que sur la partie industrielle, hein, on prend un peu d'avance, ou en tout cas on prend moins de retard que ce qu'on peut avoir dans des basiques de relations clients ou même de gestion comptable, etc. Et ça, pour moi, c'est un vrai enjeu, hein, parce qu'on avait fait une autre étude il y a un peu plus longtemps, hein, mais qui montre aujourd'hui qu'on a un risque en fait, de robotisation. Voilà, il y a 42% des emplois qui sont à risque aujourd'hui. Et quand on a des PME qui emploient aujourd'hui plus de 50% des personnes en France, on voit bien qu'il y a une vraie urgence en fait, à prendre ce sujet-là, à se transformer, à commencer à inventer les métiers du futur, parce que ces entreprises vont être les premières touchées par ces transformations-là. Donc une menace sur l'emploi et sur la disparition éventuelle des entreprises qui n'auraient pas pris le bon virage. Exactement, hein, parce que voilà, ça va être des petites transformations, mais petit à petit, et puis même c'est une responsabilité un peu sociétale et RH vis-à-vis des employés, de les préparer finalement, de les préparer à l'avenir. Hein. Quand on emploie 50% des Français, c'est important, et donc il faut vraiment prendre ce virage-là. Alors, en même temps, je me mets un peu à la place des PME, ETI traditionnelles qui n'auraient pas encore fait le grand saut dans le digital. Eric, la question, c'est par quel bout je prends ce sujet, par quel bout je commence et quels sont les chantiers prioritaires, la définition de ma stratégie. Comment, concrètement, on peut commencer par mettre un pied dans le digital ? Donc, bonjour à tous. Je crois qu'Emmanuel, vous me posez la question de la première fois. La première fois dans le digital, c'est effectivement quelque chose d'assez anxiogène. La réalité ne fait qu'apporter, on va dire, de l'eau à mon moulin en disant que finalement c'est pas évident de rentrer dans ce sujet. Il suffit de regarder la taille du cimetière des objets connectés, il suffit de regarder le nombre de tablettes vendeurs qui sont rangées au fond d'un tiroir derrière un comptoir, ou les réseaux sociaux d'entreprise dont parlait tout à l'heure Olivier Millet, qui ne voit aucun post finalement, aucune publication au quotidien. Donc c'est vrai que c'est très difficile de rentrer dans ce sujet. Et on a, nous, plutôt l'habitude de dire qu'il y a deux façons d'y rentrer. Il y a finalement deux situations. Il y a une situation plutôt tactique, où vous êtes finalement dans l'obligation d'agir en réaction à l'évolution de votre marché. Vous allez devoir prendre des mesures parce que vos clients, vos consommateurs, que vous soyez en B2B ou en B2C, consomment différemment, parce qu'il y a de nouveaux entrants sur votre marché, parce que vous avez besoin d'optimiser votre modèle économique et votre usine, votre système de distribution, sans nécessairement toucher au cœur de votre business model. Donc là, on parle plutôt d'une stratégie digitale de rattrapage par rapport à son écosystème. Puis il y a une deuxième approche qui elle est plus impactante, qui elle vient toucher le modèle économique de l'entreprise, son business model. Là, on parle plutôt, nous, de l'innovation continue ou de la diversification. C'est-à-dire que là, il faut repenser, comme on a repensé son business model à l'origine de la création d'entreprise, en intégrant la dimension digitale dans sa réflexion. Vous étiez un champion il y a 20 ans de votre secteur, vous étiez un champion il y a 15 ans, vous étiez un champion il y a 10 ans. Et aujourd'hui, il y a des entreprises qui vous dépassent par la droite, par la gauche, des nouveaux entrants. Vous voyez arriver de nouveaux acteurs sur votre marché. Et là, il faut intégrer, en fait, il faut prendre le temps de la réflexion. Il ne faut surtout pas agir, parce qu'on fait souvent du jetable, on prend des décisions incohérentes. Là, il faut prendre le temps de la réflexion, de faire un autopositionnement stratégique. Quand vous dites des décisions jetables, incohérentes, ça veut dire que dans les clients respectivement, Anne-Eric, que vous accompagnez, vous constatez que les gens se lancent en se disant « Allez, hop, je vais lancer un CRM, tick the box, c'est fait, je vais faire un site internet », mais sans que ce soit dans une approche stratégique globale. Oui, on parle du digital commerce. La première action, c'est de dire on va lancer son site web. Mais un site web, c'est comme une boutique dans laquelle en fait, on peut passer sans rien acheter. Donc vous avez beau avoir un site web, si vous n'avez pas mis de stratégie de marketing en place derrière, si vous n'avez pas une stratégie sur les réseaux sociaux, si vous n'avez pas redéployé des nouvelles compétences dans votre organisation, repensez le parcours de consommation de vos clients,
vous pourrez très bien avoir investi des millions d'euros sur la création d'une plateforme web, sans avoir mis les processus de la supply chain en place pour arriver à livrer vos clients, sans avoir changé votre discours vis-à-vis de vos consommateurs. Donc il y a énormément d'exemples qui montrent qu'aujourd'hui, le temps de la réflexion, quand on veut intégrer la dimension digitale dans son business plan, est un temps de réflexion préalable. C'est un temps d'ouverture aussi, puisque aujourd'hui, on ne peut pas imaginer être centré sur ce qui a fait votre succès il y a quelques années. On peut bien sûr bénéficier de tous les actifs qu'on a créés, mais il faut intégrer cette nouvelle dimension, ce nouveau paradigme dans la réflexion. Et Anne, est-ce que vous diriez que par rapport au constat que faisait Eric à l'instant, dans cette mise en œuvre ou dans l'approche des chantiers digitaux, il y a des différences en fonction de la taille des entreprises, des secteurs d'activité dans lesquels elles évoluent? Est-ce que les entreprises plus petites sont plus en avance parce que plus agiles, ou au contraire, elles ont plus peur d'investir, donc elles ont pris davantage de retard? Comment vous différencieriez ces familles? Je pense qu'elles ont pris du retard parce que forcément elles ont moins de ressources par rapport aux grands groupes. Dans les grands groupes, il y a beaucoup de personnes et donc il y a beaucoup de gens qui peuvent passer du temps à réfléchir. Alors c'est pas forcément, il faut pas non plus réfléchir pendant des années, parce que je pense que dans ce métier, dans le digital, ce qui est important, c'est l'exécution et d'être rapidement au contact de son client. Mais il faut qu'il y ait quand même des gens qui portent ces sujets-là. Et c'est souvent l'une des difficultés dans les petites entreprises où tout le monde est sur des sujets opérationnels, etc. Et de prendre finalement, de commencer à travailler sur de nouveaux canaux, sur des nouvelles façons de travailler, etc., on n'a pas forcément la bande passante autour de ça. Donc c'est pour ça que c'est important de se faire accompagner, c'est pour ça que c'est important d'être dans un écosystème, alors qu'avant on pouvait finalement faire son travail dans son secteur d'activité, on connaissait ses clients et puis on vivait un peu en autarcie. Aujourd'hui, dans l'univers du digital, c'est plus possible et finalement même vos concurrents peuvent devenir aussi vos partenaires sur pas mal de sujets, et ça c'est important de le prendre en compte et d'essayer de travailler sur ça, donc, et on le dira peut-être tout à l'heure, mais de dire c'est utiliser aussi ses actionnaires pour se mettre en relation avec d'autres personnes, parce que le digital, on ne peut pas y arriver tout seul. Seul dans son coin. Voilà, parce qu'il y a aussi des recettes et que c'est important d'aller regarder un peu ce qui s'est fait, de tirer des enseignements des échecs et aussi des succès qu'il y a pu y avoir, et ça c'est vraiment pour nous complètement essentiel. On viendra tout à l'heure sur la dimension d'ouverture de cet écosystème des PME au digital. Je reviens sur ce que vous disiez tout à l'heure, Eric et Anne, sur la mise en œuvre. Alors on se dit, il faut une stratégie, pas de chantier jetable pour avancer de manière cohérente. Qui doit porter le sujet digital dans l'entreprise et surtout dans une PME? Vous allez me dire, c'est le top management qui doit le porter. Oui, mais comment est-ce qu'on insuffle ça dans les différentes strates? Alors, la solution de facilité, c'est de nommer ce qu'on appelle les CDO. Mais honnêtement, je pense qu'on arrive à la fin des CDO, parce que si justement il y a quelqu'un qui est juste le seul responsable du digital dans l'entreprise, c'est déjà que c'est mort. Donc ce qui est important, c'est un constat d'échec où c'est has-been, c'est dépassé. Le fait de dire je nomme un chief digital officer, c'est pas à lui de faire le job. Ça ne peut pas être une position permanente. Honnêtement, on ne peut pas dire, être CDO, quand on prend un poste tel que celui-ci, ça doit être un poste plutôt de projet. Ça doit être, je ne sais pas, se donner 18 mois, 2 ans, mais ce qui est important, c'est qu'ensuite, ça soit au sein de toutes les strates de l'entreprise, que tous les projets soient tournés vers le digital. Après, qu'il y ait un chef d'orchestre pendant une certaine période, c'est important. Mais ça ne peut pas être... je pense que il ne faut surtout pas se dire, c'est bon, j'ai nommé un CDO, je suis sauvé. Surtout pas. Parce que sinon, tout le monde se sent un peu... il faut que tout le monde s'empare de ce sujet-là, que toutes les fonctions s'en emparent, et ça, pour moi, c'est vraiment un facteur clé de succès. Eric, vous partagez ce constat? Oui, je pense que c'est l'enjeu de tous. Ça ne touche pas que la direction informatique, la direction du marketing, ça touche aussi la direction des ressources humaines. Donc tout le monde est concerné par la problématique dans l'entreprise. Je pense qu'avant tout, le mot d'ordre, c'est l'ouverture. C'est aujourd'hui, il faut sortir de l'omniscience où le patron de PME a la vision sur son entreprise, la connaissance de son écosystème. Il faut voyager, il faut rencontrer des gens. Vos concurrents, comme le disait Anne tout à l'heure, d'hier, sont peut-être vos partenaires de demain. Nous, on a fait le premier véhicule connecté pour PSA il y a quelques années. Donc aujourd'hui, on dirait que c'est mainstream, tout le monde a son véhicule connecté. Mais on avait permis la rencontre entre un opérateur télécom qui était Bouygues Télécom, qui voulait vendre des cartes SIM, et PSA qui voulait embarquer des services dans son véhicule. Il y a 10 ans, on n'imaginait pas faire travailler un opérateur télécom, un constructeur automobile. Moi, je reviens de Las Vegas, où j'étais d'ailleurs dans une délégation de la BPI, qui est un support important dans notre développement. Effectivement, on voit qu'aujourd'hui, les objets connectés sont partout.
c'est plus incantatoire, c'est plus un fantasme. Aujourd'hui, on se pose plutôt la question de savoir comment on va exploiter les données, mais tous les objets sont connectés. Donc ça touche au modèle industriel, ça touche à l'organisation des entreprises, ça touche à toutes les strates de l'organisation. Alors je pense qu'il y a l'organisation, la gouvernance, donc ça peut être l'actionnaire, ça peut être le comité de direction, ça peut être l'ensemble des sensibilités de l'entreprise. Je pense qu'il y a un deuxième élément, c'est pas seulement des questions d'hommes, c'est aussi des questions de méthode. Donc aujourd'hui, on parlait d'un business plan. Alors on a l'image, je suis à côté de Roland Berger, donc je fais attention à ce que je dis, mais on parle de capacité à créer des business modèles, des business plans avec des méthodes agiles, avec des innovation games, avec ce qu'on appelle les business model new generation, qui sont des exercices de cycle qu'on va faire sur une demi-journée, sur une journée. Finalement, on a la capacité de se poser les bonnes questions sans investir dans des missions de strates très complexes. Donc souvent, c'est un petit peu, on va dire, la peur de rentrer, de mettre les doigts dans un engrenage qui vous a emmené très très loin, qui ralentit cette volonté de transition ou de transformation des organisations. Non, aujourd'hui, il y a des méthodes qui permettent d'amorcer ces transitions. Par petites touches, c'est ce que vous disiez, Anne, aussi tout à l'heure, une PME peut commencer par petites touches à travailler avec des startups sans faire le grand saut du jour au lendemain. Oui, parce que je pense que c'est créer les usages. Il faut que ça se développe. On le dit, pourquoi les PME n'utilisent pas les réseaux sociaux? C'est parce qu'elles ne les utilisent pas, elles n'en voient pas l'intérêt et on ne les a pas forcément formées. Et c'est petit à petit, quand on commence à avoir ces usages du digital, que ça commence à se diffuser dans l'organisation. Et se dire, je vais changer de façon holistique toute mon entreprise en la rendant digitale, c'est juste complètement c'est illusoire. Et je pense qu'il ne faut surtout pas commencer par ça. Il faut commencer par petites touches, commencer à avoir certains projets, insuffler des nouveaux modes de travail et des comportements des salariés. Et après, ça va être aussi porté comme ça par l'organisation. Bon, on va demander à Ismaël ce qu'il en pense, parce que vous aussi, vous accompagnez les entreprises dans leur transformation digitale, pas en qualité de consultant, mais en qualité de fournisseur de services. Alors vous m'arrêtez de solutions, ou vous m'arrêtez si je dis... Alors dites-nous en fait ce que vous faites. Qu'est-ce que Wind? Alors, on a dit digitalisation du point de vente, mais là aussi c'est un peu quand on dit transformation digitale, il y a à boire et à manger. Qu'est-ce que fait Wind? Qu'est-ce que vous proposez au restaurant, à Montsouffleur, à Carrefour, à Total, à Galeries Lafayette? On est éditeur de logiciels. Voilà. Donc on a développé un système d'information. On a développé un logiciel qui répond justement à ce besoin d'agilité qu'ont les acteurs traditionnels de repenser leurs différents parcours clients, associés à la prise de commande, au paiement, à la fidélité. Et on a décidé de se spécialiser dans le point de vente, donc dans le point de vente multisecteur, parce qu'on a vu que c'était un secteur qui bougeait très vite. Il y a deux leviers, effectivement on en parlait, il y a la concurrence qui arrive de manière très très forte, et il y a le consommateur qui change et dont les habitudes changent très très vite. Alors, quel regard vous portez sur la maturation digitale des PME que vous accompagnez, ou par rapport au constat que faisaient Anne et Eric tout à l'heure d'un certain retard des entreprises françaises? Est-ce que vous le voyez aussi dans la discussion avec vos clients? Un certain retard. Nous, on n'est plus sur des grands groupes. Donc on n'est pas vraiment sur des PME. Je dirais que le problème, parce que par contre je suis fils d'hôtelier, donc la transformation digitale, on l'a connue de plein pot et je l'ai amorcée dans notre petit groupe familial il y a plus de 10 ans. Et l'hôtellerie traditionnelle, le problème c'est en étant acteur vraiment du très local, c'est de penser global. Le problème c'est quand on pense à une plateforme digitale, à des clients en digital, c'est très compliqué pour un acteur du local, qui a sa zone de chalandise à portée de vue, qui connaît ses clients, de demain de repenser l'ensemble de son modèle, de savoir communiquer différemment, de vendre différemment. Et c'est ça qui bloque aujourd'hui les PME. Et voilà, c'est ce que je pense. Et ça, c'est très compliqué parce qu'il faut pouvoir faire du digital en local. Et les modèles aujourd'hui rentables ne sont pas encore vraiment prouvés. Il n'y a pas encore de success story du digital local qui est prouvé. Il y a plusieurs tests, il y a plusieurs pistes qui sont en train de se mettre en place, mais je pense que dès que ça va amorcer, derrière, il faudra former nos acteurs. Concernant les grands groupes, on est tiré par une dynamique qui vient des US sur les nouveaux parcours clients. Évidemment, on va citer Amazon, qui disrupte toute l'industrie sur toute la chaîne, et donc qui permet fortement d'accélérer. En tout cas, c'est un facteur très fort, très déclenchant. Il y a le feu. Donc tous les acteurs en aujourd'hui réaction, en fait, les acteurs doivent se mettre au pas. Ils doivent se mettre au pas et très vite. Et donc quand on parlait les cycles de développement de nouvelles technologies qui étaient avant de plusieurs années, qui demandaient plusieurs millions d'euros d'investissement avec des plans bien cadrés, une armée en bataille. Aujourd'hui, c'est plus du tout la dynamique. Il faut pouvoir tester très vite, il faut pouvoir déployer.
Je vais parler d'un cas client avec Carrefour. Amazon a lancé Amazon Prime Now, donc livraison dans l'heure. Donc vous êtes chez vous, faites vos courses et vous faites livrer dans l'heure. Et donc on a discuté avec Carrefour et on s'est dit comment Carrefour peut compete, comment Carrefour peut repenser son modèle traditionnel, parce que Carrefour c'est un réseau de 5000 petits points de vente en local, en multilocal. Et donc on a digitalisé les points de vente Carrefour en proximité. Donc quand vous faites votre commande, elle ne vient pas d'un entrepôt en dehors de Paris, elle vient des points de vente qui sont à côté de vous. Derrière, on travaille avec des partenaires, des startups comme Stuart, une startup qui fait de la livraison. Donc la commande arrive chez Carrefour, il prépare la commande, le livreur de Stuart la prend et la livre chez vous. Et vous l'avez entre une demi-heure et une heure. Et aujourd'hui, c'est un vrai service qui a un vrai succès. Il y a plus de 41% des gens qui recommandent dès le premier mois, des paniers moyens qui augmentent de plus de 30%. Donc c'est ça en fait. Et donc on l'a testé rapidement, on l'a déployé sur 10, aujourd'hui 100 points de vente, et maintenant on le déploie sur tout le réseau. Et il faut aller très vite, on a mis 3 mois. 3 mois pour mettre en place cette nouvelle offre. Et il fallait aller très très vite. Ouais. Amazon l'a lancé en juin, on l'a sorti en septembre. Il fallait aller très vite. Oui, parce que je pense que c'est vraiment l'exécution qui fait la différence. Hier, j'interviewais une start-up et on lui dit « Non, mais vous inquiétez pas, vous allez nous raconter votre stratégie, elle restera entre nous. » Et la start-up me regarde et me fait « Ah non, mais la stratégie, c'est pas le problème. Le vrai problème, c'est l'exécution. » Et je pense que dans l'univers aujourd'hui du digital, ce qui est important, parce que voilà, faire des nouveaux parcours clients, etc., c'est d'être capable de vraiment les mettre en place plutôt que d'aller faire des grandes paroles et puis raconter tout ça. C'est donc plutôt d'avoir des équipes et des partenaires, parce que je pense que ça ne peut pas se faire complètement en interne, parce que ça demande de regarder l'existant avec un regard un peu externe, de repenser et d'aller très très vite sur le marché. Alors en même temps, c'est un peu ce que vous nous dites, c'est il faut aller vite. Ça ne nécessite pas quand même nécessairement beaucoup d'années d'investissement et de déploiement, mais il faut quand même mettre en œuvre ces développements. Mais quand on vous écoute, rassurez-nous, Ismaël, parce que vous dites souvent la transformation digitale, en fait, c'est hyper simple. Il suffit d'écouter son consommateur, de répondre à des nouveaux usages et de faire le bon parcours client qui va bien. Donc finalement, vous nous dites c'est pas si compliqué que ça. Faut rassurer aussi les chefs d'entreprise qui sont dans la salle. Tout le monde peut y arriver. Non, mais le digital, c'est quoi ? C'est juste une nouvelle façon de consommer. Faut écouter ses on est dans le même sujet. Il faut juste écouter ses clients. Aujourd'hui, on consomme ses courses différemment. On va faire son shopping différemment. On mange différemment. On mange plus à la maison. C'est pour ça que toutes les plateformes de livraison aujourd'hui se sont positionnées sur le secteur. Dans l'hôtellerie, aujourd'hui, vous n'arrivez pas dans une ville et vous allez chercher votre hôtel à côté, vous le réservez sur Booking. Donc c'est tout simplement comprendre qui vous êtes vous, comment vous consommez vous-même, chaque chef d'entreprise, son entourage, ses enfants, pour avoir un petit gradient et se dire je dois pouvoir répondre à ce nouveau usage, je dois être là où est mon consommateur et je dois pouvoir embarquer mes collaborateurs, parce qu'effectivement, sans l'opérationnel, c'est impossible, parce que si vous n'avez pas de personnes qui réalisent ces services-là, parce que c'est juste lancer des nouveaux services. Typiquement, Uber, c'est un nouveau service. C'est le fait de ce que vous disiez, les Carrefour avec la livraison, c'est un nouveau service qui est aussi offert aux consommateurs. Exactement, c'est un nouveau service, donc il faut pouvoir l'opérer avec de la qualité. Il faut pouvoir donc former ses collaborateurs pour le déployer rapidement. Donc c'est tout simplement écouter ses clients. Oui, alors en fait, je peux moduler un peu ton propos. C'est pas uniquement écouter ses consommateurs, c'est aussi produire différemment, c'est aussi gérer ses compétences dans l'entreprise différemment, c'est aussi organiser sa supply chain différemment. Là, tu as un propos qui est très, très centré sur le point de vente, mais ça change toutes les dimensions de l'entreprise. Donc je pense que le sujet est beaucoup plus large que le simple rapport au consommateur. Il y a toute la partie back-office qu'on oublie un petit peu, qui est plutôt, finalement, on voit toujours le digital comme une vitrine. Mais ce qui est important, et d'ailleurs on le voit sur l'exemple que tu donnais sur Carrefour, c'est qu'il faut repenser sa supply chain. Il faut repenser ses gammes de produits, il faut repenser sa tarification, il faut repenser sa relation avec ses salariés. Donc c'est un sujet qui est beaucoup plus large. Et en fonction, on va dire, du positionnement d'une organisation, il faut trouver, on parlait tout à l'heure de comment rentrer dans ce sujet-là, il faut regarder là où ça va avoir le plus d'impact. Et je dirais qu'il y a 2 dimensions qui peuvent être importantes, si je digresse un petit peu sur le sujet, c'est que le digital, ça peut être un meilleur moyen d'améliorer la productivité de l'entreprise. Donc de réduire des coûts, d'optimiser son PNL. Ça peut être aussi un moyen d'innover, de se diversifier, de partir sur de nouveaux territoires. Donc il faut intégrer, je pense, ces 2 dimensions. C'est qu'est-ce que le digital peut apporter au global dans mon organisation et par quel sujet je vais commencer. Est-ce que je suis dans de la rationalisation ou est-ce que je suis dans de l'innovation ?
Et en général, ces missions-là, elles prennent combien de temps dans les entreprises que vous accompagnez, respectivement, Anne-Éric, entre le moment où on va définir sa stratégie, donc savoir déjà où on va, et ensuite faire l'implémentation, il se passe combien de temps en moyenne? Alors, je dirais que... Ne me dites pas, ça dépend, non, général, je vais surtout pas dire ça. euh, Je vais dire qu'il y a un phénomène, finalement, on est rentré dans une logique industrielle du digital. Si on regarde, nous, on a à peu près 5000 m² à Boulogne qu'on a mis à disposition de nos clients, qui ont décidé de sortir finalement les projets les plus stratégiques de leurs organisations. Alors les grands groupes, parce qu'il y a trop de contraintes dans les organisations, trop de politique, trop de silos. Finalement, on ne sait pas si c'est risqué ou une opportunité de partir sur ces sujets-là. Donc finalement, il y a énormément de projets qui n'arrivaient jamais à voir le jour et jamais à s'exécuter. Donc on a des grands groupes, des grands constructeurs automobiles, des grands retailers dans nos locaux, qui ont délégué une partie de leur personnel chez nous. Donc ils sont sortis du champ de contraintes de l'entreprise pour donner naissance à ces projets-là. Et là, ils bénéficient d'un environnement où ils peuvent travailler avec des logiques, un anglicisme de time to market, qui sont assez soutenus. Et là, l'idée, c'est un petit peu comme l'expliquait Ismaël, c'est de sortir un produit minimum viable très vite, d'être dans des logiques de lean startup, de consulter au quotidien ces consommateurs pour être certain qu'on ne rentre pas dans un effet tunnel et qu'on ne va pas investir énormément d'argent, énormément de temps pour arriver à un produit ou un service qui ne rencontrera pas son marché. Et donc là, assez vite, quelques mois, en 3 mois, on a un produit. Nous, on a également travaillé pour Carrefour sur un autre sujet, une douchette qui permettait de concurrencer l'arrivée d'Amazon dans les foyers français pour faire de la prise de commande depuis son domicile. En quelques mois, on a sorti un premier produit qu'on a mis à disposition de 500 clients. Et là, on va passer à 50 000. Donc très vite, on va rechercher le consommateur, on va chercher ce qu'on appelle un feedback du consommateur pour voir s'il y a une adhésion sur le produit, si les processus logistiques suivent, si le tarif est bien positionné, si ça rend un service au client et si ça permet d'avancer dans son business model. Et puis à l'inverse, on a aussi des startups qui, elles, viennent pour une autre raison dans nos usines digitales. Elles viennent chercher, on va dire, un florilège de compétences qu'il faut agréger pour arriver à avancer sur ces projets. Quand on lance un projet digital, on a besoin d'avoir des gens qui maîtrisent la techno, mais ce n'est pas qu'un sujet de geek, le digital. Il faut des ergonomes, il faut des directeurs artistiques, il faut des gens de la supply chain, il faut des gens du marketing, il faut un back-office, on parlait d'un ERP. Aujourd'hui, il y a un grand décalage de l'investissement. Finalement, l'ERP devient quelque chose de mineur et c'est le projet digital qui prend le relais. Donc ces startups viennent pour essayer d'avoir en un seul lieu toutes les compétences qu'elles pourront utiliser avec parcimonie en fonction de leurs besoins. Anne, votre expérience, quelques mois, comme le disait Eric. Alors là, on était plutôt dans un cas presque d'un modèle un peu d'accélérateur ou d'incubateur, enfin d'entrepreneuriat, où des grands groupes vont faire émerger certains collaborateurs dans des espaces pour travailler sur des projets. Est-ce que ça vous semble réaliste, ce timing ? Mais je pense qu'il faut que ça soit le timing pour ces projets-là. Il ne faut justement pas qu'on parte pour 1 an sans qu'il ne se passe rien. Donc, c'est-à-dire qu'il faut préparer différents types de sujets avec des sorties très très rapides. Ça peut être la numérisation des notes de frais. Nous, on l'a fait en interne chez Roland Berger. On a équipé tout le monde d'une appli pour gérer les notes de frais. Tous nos consultants, et on a fait ça, le temps de le tester, etc. En 2 mois, tout le monde on a déployé des choses comme ça. Donc on peut très très rapidement mettre en place des nouveaux usages. Et ça, c'est ça qui est important, c'est que cette dynamique-là soit mise en place. Donc vraiment, oui, à moins de 3 mois, il faut qu'il y ait des premiers résultats qui soient mis en place. Ça ne veut pas dire qu'on va tout refaire, mais il faut qu'il y ait quelques sujets un peu emblématiques qui vont se mettre en place. Mais ce test and learn, allez-y Ismaël, je vous poserai la question après. Oui. Non, mais je pense qu'il faut surtout prouver et se prouver et prouver à son organisation, parce qu'en fait, il y a plusieurs silos. Donc le marketing va avoir une idée, faut le prouver à la DSI, il faut le prouver au business. Et en fait, faut être dans cette preuve permanente. Donc on a une idée, c'est très bien, il faut se battre. Et il y a des étapes. Donc 3 mois, première étape, on prouve que le projet, parce que rien que le fait de le matérialiser, ça donne sa consistance. Ensuite, globalement, les 6 mois qui viennent d'après, il y a itération et première phase de déploiement. Et après, on rentre sur un cycle où il faut déployer sur 100% de la chaîne. Donc en 9 mois, comme un enfant, on a accouché de son projet et on peut le laisser partir. Mais ce mode test and learn, enfin, comme on l'appelle en approche, il n'est pas intrinsèquement dans la culture des PME traditionnelles. On va pas se raconter d'histoire, c'est plutôt une approche qui est développée par des organisations plus start-up, mais pour une PME, c'est quand même une révolution dans la manière de lancer des projets, de définir sa stratégie en disant je vais essayer, si ça marche pas, je rectifierai le tir. C'est pas vraiment comme ça que ça fonctionne historiquement. Mais c'est pour ça que beaucoup de grands groupes
excubent, ou en tout cas mettent un peu à côté ces projets-là, parce que ça permet aussi de ne pas les entrer dans les systèmes tels qu'ils sont aujourd'hui. Il y a aussi des expérimentations qui se font avec d'autres marques, sans utiliser la marque qui peut avoir une valeur, et le groupe se dit non mais moi je ne peux pas lancer un produit juste à peu près bien, alors que moi j'ai une marque qui exprime la qualité, etc. Donc c'est aussi c'est le mode d'exécution, mais c'est aussi la façon de commercialiser qui peut tester, etc. Donc oui, c'est pour ça qu'il faut se mettre dans des écosystèmes un peu différents, avec différents types de personnes, et pouvoir rassembler en fait toutes les compétences possibles pour lancer ces projets-là. Ça se fera pas que de l'interne. Ça, je pense qu'il faut aller chercher des startups, des experts, des gens qui peuvent amener sur la table un petit peu, mais sur différents types de sujets, la bonne compétence au bon moment. Et les actionnaires, on est quand même dans une conférence capital développement avec des fonds qui sont présents dans la salle. Quel rôle ils ont à jouer pour vous dans l'accompagnement de cette transformation digitale ? Les actionnaires doivent donner leur ligne avec le management. Il y a deux sujets. Effectivement, on parlait de rationalisation ou alors d'innovation. Et dans les deux cas, les actionnaires doivent être... nous, par exemple, je peux les citer, mais on a rencontré des gens comme Euraseo PME qui sont venus nous voir pour comprendre ce qu'on faisait, pour pouvoir discuter avec leur portefeuille et leur présenter les offres qui existent. Donc aujourd'hui, on voit qu'il y a beaucoup de fonds d'investissement qui nous consultent. J'en citais un autre comme ça, AB Next, qui possède par exemple Buffalo Grill, nous avait aussi contacté pour nous dire, pour savoir ce qu'on faisait, pour pouvoir donc proposer des choses. Donc avec deux objectifs, donc rationaliser, soit j'optimise mes dépenses, soit je lance de nouveaux projets. Donc le fonds d'investissement doit absolument être moteur, doit être conseil et doit pouvoir faire confiance à l'entrepreneur. Il y a des PME, donc on a des grands groupes et on a aussi du mid-market. Il y a des PME qu'on accompagne dans le business plan qui est présente justement. Typiquement un réseau de restauration qui lance une plateforme de livraison en entreprise. Donc c'est des investissements, il faut que les actionnaires leur fassent confiance et les suivent derrière. Alors vous dites ça, vous avez cité le cas d'investisseurs financiers traditionnels, des fonds d'investissement. Vous avez décidé de mettre votre tour de table de 30 millions d'euros avec des corporate ventures, avec Sodexo et Orange. Pourquoi vous avez décidé de faire le deal avec eux et pas avec des fonds d'investissement classiques, on va dire ? Pour moi, l'investissement, c'est une logique d'associés. Et j'ai trouvé des associés avec qui on avait la même vision. Vous avez rencontré beaucoup de fonds dans le cadre de cette levée ? Oui, beaucoup. On a eu beaucoup de demandes de fonds. J'ai aussi un fonds, j'ai Alven Capital, qui nous a accompagnés depuis le premier tour. Un accompagnement qui est parfait sur la partie finance. Et je me suis aperçu qu'en fait, pour nous développer, on avait besoin d'autres choses. Et on a une vraie complémentarité avec Orange qui, à la fois, distribue nos solutions, d'un côté, mais également s'en sert dans son réseau. Donc on digitalise aussi le réseau de points de vente Orange. Et Sodexo qui, pareil, on les accompagne sur des nouveaux business models et à la fois on transforme. Sodexo utilise notre logiciel pour transformer en fait ces réseaux. Et il m'offrait l'international, il m'offrait une vitesse de déploiement très importante. Et aujourd'hui, au-delà des fonds, j'avais besoin de partenaires qui m'aidaient à réaliser des choses et c'est ce que j'ai recherché. Et aller très vite. Et aller très vite. Parce qu'aujourd'hui, nous, notre concurrence, faut comprendre qu'on est encore un tout petit acteur, mais la concurrence en termes d'éditeurs de logiciels dans notre métier, c'est les Américains. Et en termes de financement, ça va beaucoup, beaucoup plus vite et beaucoup, beaucoup plus loin. Donc, il nous fallait des acteurs qui nous permettent de rattraper ce retard. Et d'avoir des volets industriels, commerciaux, en plus du volet capitalistique de la levée de fonds, en fait. Bien. Eric, Anne, qu'est-ce que dans votre expérience sur le choix que l'entreprise peut faire dans l'accompagnement de ses actionnaires et puis de l'accompagnement en général, mais sur cette partie actionnariale, qu'est-ce que vous retirez comme grande leçon ? Je dirais que si l'ambition d'un fonds de private equity, c'est de faire une plus-value à moyen terme, je pense que ça doit être un catalyseur dans la transformation digitale. On a expliqué tout à l'heure que finalement, le digital, ça peut avoir un impact positif ou négatif sur le PNL. Ça peut permettre d'avoir des revenus additionnels où finalement on voit que les revenus peuvent s'effriter assez rapidement. Ça peut avoir un impact majeur sur les coûts de structure. Donc là, il y a un impact direct sur le PNL. Il y a un impact sur tout ce qui est hors bilan, la marque employeur, la capacité à recruter des collaborateurs ou à garder ses collaborateurs, à attirer des talents. Et donc ça a forcément un impact sur la valeur d'entreprise. Donc aujourd'hui, nous on intervient beaucoup auprès des fonds, les responsables de portefeuille, pour les aider, en fait, les acculturer, leur donner, on va dire, des clés pour accompagner leur participation dans cette première étape.
Donc, en tant que patron de PME, moi je suis patron d'une ETI, mais j'ai été patron d'une PME, on a souvent la tête dans le guidon. Ce qui est difficile, c'est de prendre une respiration et prendre le temps de la réflexion, prendre le temps de la formalisation, prendre le temps de réécrire cette trajectoire. Alors nous, il s'avère que tous les 3 ans, on se livre à cet exercice avec mes associés. C'est très riche, mais ce n'est pas forcément le cas dans toutes les entreprises. Donc l'actionnaire, lui, qui a accès à, comme nous qui sommes cabinet de conseil, à un portefeuille de clients ou à un réseau beaucoup plus large, le rôle de l'actionnaire, c'est aussi de donner un petit peu d'oxygène, d'essayer d'ouvrir des pistes et des trajectoires auprès de ses participations pour que finalement le digital devienne un levier et pas une contrainte dans le modèle économique de l'entreprise. Donc le rôle de l'actionnaire est majeur, je pense. Oui, je suis tout à fait d'accord. Nous, on a été pas mal approchés par certains fonds aussi. On avait créé une offre pour les grands groupes qui était la Startup Factory, qui permet justement d'accélérer des projets, ce qu'une PME avec ses moyens ne peut pas forcément faire. Mais quand on est au sein d'un actionnariat, on peut aussi mutualiser des moyens. Et je pense que les fonds là-dedans ont un vrai support à apporter aux PME traditionnelles pour les aider à entrer dans ces écosystèmes et permettre ces transformations-là. Et ce qui est intéressant aussi du côté des fonds, le conseil que je peux, c'est de bien supporter ça par un business model. Parce qu'on a vu que les transfos digitales qui fonctionnent, c'est quand elles sont portées par une personne business dans l'entreprise. Et derrière chaque ligne d'investissement, il doit y avoir un ROI. Mais quand on dit un véritable ROI avec un vrai levier et des nouvelles métriques. Hyper important. Quand aujourd'hui chez Carrefour on lance donc la partie la livraison express, on ne regarde plus le chiffre d'affaires par point de vente, on regarde le nombre de consommateurs, on regarde la récurrence, on regarde le panier moyen. Donc il faut changer ces métriques parce que les canaux sont différents et donc c'est toute cette agilité que le fonds en tout cas peut apporter et toute cette analyse comme conseil au management. Bien, donc merci beaucoup à tous. On voit qu'il y a beaucoup de travail. Ne partez pas, Ismaël, reste avec nous parce qu'on a la possibilité de prendre une ou deux questions dans la salle avant de passer à la table ronde suivante. J'imagine qu'il y a un grand nombre de questions. Alors, Chris. Oui, bonjour. J'ai une question concernant le sujet social, c'est-à-dire vous avez parlé très brièvement de l'impact sur l'emploi. Mais est-ce que vous ne pensez pas qu'au-delà des problématiques de management, du patron qui a la tête dans le guidon, il y a aussi le sujet de comment je vais gérer cette transition avec éventuellement, pour reprendre un terme que Sébastien Bazin a dit un jour, il y a à peu près 1 an sur le sujet, en disant j'ai une partie de mes employés qui ne sont pas adaptés ou adaptables à cette évolution. Et est-ce que vous ne pensez pas qu'un patron qui est de PME, de surcroît très proche de ces équipes, n'a pas une certaine réserve quant à faire cette modification de ressources humaines, avec en plus un autre sujet, c'est le coût des licenciements. Et donc, est-ce que la PME a les moyens financiers de réadapter son équipe et ses équipes à cette évolution? Merci. Bien écoutez, c'est une très bonne question. La transformation digitale, c'est une transition longue. Mais effectivement, je pense que dans le rôle du patron de PME, il y a une obligation sociale vis-à-vis des employés, c'est de les accompagner dans cette transition. Effectivement, les lignes bougent et les collaborateurs de l'entreprise doivent être accompagnés dans cette transition. Donc il faut identifier la capacité des uns et des autres à pouvoir évoluer. Ce n'est pas forcément une question de licenciement en fait. On peut accompagner. D'ailleurs, on ne révolutionne pas. Il y a le cas des pages jaunes qui sont passées d'un modèle à un autre en passant du papier au full digital, où là il y a une grosse transition. Mais dans une entreprise, on ne va pas changer 100% des compétences et on va garder une partie de ses actifs. Et dans les actifs, il y a aussi les compétences de ses collaborateurs. Néanmoins, il faut aborder ces transitions, leur donner de nouvelles méthodes de travail. Et la formation est très importante. On voit en même temps que 70% des ETI n'ont pas investi pour former leurs salariés aux enjeux du numérique. Ça, c'est une décision de patron. Exactement. Et après, moi, je ne serais pas aussi négatif, parce que quand on voit le profil des Français, le profil numérique des personnes lambda, elles sont assez digitales en France. Donc, les salariés, c'est les Français. Donc, on a quand même des usages dans nos vies privées qui sont très, très développés. Mais juste aujourd'hui, quand on le voit, les entreprises, elles équipent qu'à 25% leurs salariés de téléphones mobiles, de choses comme ça. Donc, c'est aussi cette responsabilité-là. Je ne dis pas que ça ne coûte pas de l'argent, en effet. Mais après, il y a des solutions aussi de financement pour faire ces choses-là. Mais aujourd'hui,
le consommateur français, c'est quand même un consommateur plutôt éduqué. Donc il n'y a pas de raison que le salarié français ne puisse pas non plus évoluer vers de nouveaux usages. Simplement, il faut l'accompagner, en effet. Après, pour apporter une réflexion, on accompagne pas mal de comités de direction d'entreprises de taille intermédiaire. Je pense que pour gagner du temps, il est important aussi de régénérer son équipe de management en allant chercher des talents ailleurs. Il y a des nouveaux métiers, il y a des choses qui ne s'improvisent pas, qui ne sont pas intuitives. Et pour gagner du temps, il est parfois intéressant de redéfinir, rebattre les cartes au sein de son comité de direction, au sein de son management intermédiaire, pour aller chercher des talents qui ont déjà des compétences. On dit que 30% des métiers que nos enfants exerceront dans 10 ans n'existent pas encore. Donc forcément, il faut aller chercher du savoir à l'extérieur. Donc j'aurais une réponse quand même hybride. D'une part, il faut accompagner une partie de son personnel, et ça c'est la responsabilité du patron d'entreprise que d'accompagner la transition des compétences dans son organisation. Et puis il ne faut pas hésiter à aller chercher des talents qui vont bouger un peu les lignes et qui vont permettre de gagner du temps pour justement catalyser, pour embarquer l'organisation dans une transformation. Magnifique transition pour la table ronde suivante sur la transformation du travail. Merci beaucoup à nos speakers.